Les gardes-côtes ne savaient pas que ce étrange bateau bleu allait bientôt devenir le centre d'un scénario cauchemardesque. Lorsqu'ils l'ont intercepté, aucun de leurs radars n'a détecté ce navire métallique bleu. De plus, ils avaient peu de moyens pour empêcher ce qui allait se passer lorsqu'ils sont montés à bord. Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À des kilomètres au large, lors d'une inspection de routine, le navire flottant bleu a été aperçu. L'équipage allait presque le dépasser. Au début, il semblait n'être qu'un point à l'horizon, mais un des gardes-côtes a pointé du doigt en disant « Les gars, il y a quelque chose dans l'eau là-bas ». Très vite, ils se sont rendus compte que ce bateau flottant était bien plus grand qu'ils ne l'avaient d'abord cru. À mesure que leur propre bateau s'approchait, le radar de leur navire ne semblait pas du tout détecter le bateau. C'était un bateau mystérieux. Le capitaine de l'équipage regarda encore une fois l'écran, mais pour une raison inconnue, il ne montrait que leur propre bateau. Sa teinte bleue, qui se fondait presque parfaitement avec les vagues, renforçait cette impression. Il était logique que l'équipage interpelle la personne à bord du mystérieux bateau pour en savoir plus. Et, ici la garde côtière, la personne dans le bateau bleu va-t-elle sortir pour dire bonjour? Mais malgré leurs appels répétés, personne ne répondit. Une tension régnait, et ce n'est qu'en regardant de plus près que la vérité se dévoila. Pour amener le bateau bleu à leur hauteur, l'équipe lança immédiatement une corde munie d'un crochet vers lui. Cependant, cela ne se passa pas comme prévu. Le bateau ne semblait pas très grand, ils auraient dû pouvoir le rapprocher avec toute une équipe de tireurs puissants. Pourtant, l'objet énigmatique refusa de bouger. Au contraire, c'est leur propre bateau qui fut traîné en avant. Qu'est-ce que c'est que cette chose? La voix du capitaine tremblait. Cet objet est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors que leurs deux bateaux finirent par se toucher, un des membres de l'équipage déclara « Nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg ». Cependant, le capitaine ordonna à lui et à un collègue de diriger l'enquête. Ce membre d'équipage allait bientôt regretter ses paroles. Brendan, le garde-côte chargé de la recherche, était inquiet, mais il ne voulait pas décevoir ces hommes qui observaient. Il s'approcha doucement des petites fenêtres supérieures, posant précautionneusement ses premiers pas sur le bateau bleu. John, son partenaire et membre de l'équipage, le rejoignit et ils tentèrent de regarder à l'intérieur. La vue par les petites fenêtres était presque noire et n'offrait guère d'indication. Leur seule option fut de faire une chose. « Nous devons l'ouvrir », dit Brendan à son ami. John acquiesça, et ils soulevèrent ensemble la trappe du bateau. La trappe supérieure s'ouvrit avec un fort grincement, dévoilant un escalier en dessous. Le fait qu'ils ne puissent pas voir le bas les rendait encore plus nerveux. Ils regardèrent leur capitaine, espérant qu'il leur ordonnerait de revenir. Mais le vieux marin les encouragea, « Nous sommes juste là, alors allez-y ». Brendan sortit une lampe torche de sa poche arrière et l'utilisa pour éclairer l'intérieur. Les deux hommes allaient amèrement regretter leur décision de descendre dans le bateau. En arrivant en bas, John et Brendan observèrent autour d'eux avec la lampe. L'intérieur du navire semblait bien plus délabré que l'extérieur. Qui pilotait ce bateau? Parce qu'il n'y a personne ici, dit John, perplexe. À l'exception de la console centrale, qui semblait avoir connu des jours meilleurs, tout n'était que métal à nu. D'un haussement d'épaule, Brendan tenta de faire part de ses découvertes à l'équipe extérieure. Les mots étaient difficiles à comprendre à travers la connexion instable de leur talkie-walkie. Mais rapidement, la situation tourna au pire. Au-dessus des deux hommes, on entendit un grincement, puis la trappe se referma brutalement toute seule. Quand le capitaine et les autres membres de l'équipage sur le bateau côtier le remarquèrent, une peur généralisée s'empara d'eux. Ils tentèrent de savoir si Brendan et John allaient bien, mais la trappe fermée avait complètement coupé le signal. Les deux membres de l'enquête furent isolés du reste du groupe, et ce n'était que le début de leurs ennuis. Car le bateau commença à vibrer fortement juste après cela. John et Brendan remontèrent l'escalier et regardèrent, effrayés, leur bateau côtier. Que diable se passe-t-il? Malheureusement, le bateau bleu semblait avoir sa propre volonté et commença à s'enfoncer complètement sous la surface de l'océan. Ce serait leur seule chance de le voir. Malgré la panique intérieure, Brendan fit de son mieux pour calmer son collègue. « John, calme-toi. Nous ne coulons pas car le bateau ne prend pas l'eau. » Mais cette remarque destinée à rassurer ne calma pas John. « Qui fait ça, si c'est délibéré ?» Brendan tenta de garder son calme aussi longtemps que possible, mais les deux hommes tombèrent bientôt dans la panique. Ils frappèrent de leurs poings la trappe métallique de l'escalier, mais elle ne bougea pas. Ce fut inutile, et quelques secondes plus tard le bateau fut totalement sous l'eau. Une révélation traversa alors l'esprit de Brendan. Ce n'est pas un bateau ordinaire. C'est une sorte de sous-marin. John hocha la tête en accord, mais cela ne résolvait pas leur situation critique.
Les deux membres de l'équipage tentèrent désespérément de communiquer avec le bateau principal, mais le signal était complètement coupé. L'esprit de Brendan revint au moment où ils avaient trouvé ce mystérieux bateau bleu. Pourquoi ce bateau était-il si furtif? Sa couleur bleue le camouflait parfaitement et il bloquait toute communication, ce qui le rendait invisible sur le radar. À quoi servait-il? Le sous-marin se dirigeait vers un site inconnu aux conséquences graves. Les deux gardes-côtes terrifiés allaient bientôt l'apprendre. Mais John et Brendan ne pouvaient rien faire d'autre que d'attendre. En attendant, ils profitèrent du temps pour chercher des indices à l'intérieur du sous-marin. La première zone qu'ils inspectèrent fut la console principale sur le côté nord du sous-marin. À ce moment, John s'exclama. Avec ses boutons robustes et ses câbles partant à l'arrière, elle ressemblait à un objet sorti d'un film des années 80. Pourtant, la machine ne semblait avoir aucun contrôle sur le reste du navire. Ici, il y a une porte, dit Brendan, il regarda son compagnon en se retournant. Ils avaient complètement oublié cette partie dans leur panique. John se tenait de l'autre côté du sous-marin, montrant une grande entrée avec une poignée métallique imposante. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Espérant que leurs forces combinées suffiraient à ouvrir cette porte, les deux hommes s'unirent et commencèrent à pousser la poignée vers le bas. Mais cette porte semblait trop solide pour ces deux hommes paniqués, tout comme la trappe au-dessus. Juste au moment où Brendan et John déposèrent leur corps vaincus sur le plancher du sous-marin, le bateau se mit à vibrer intensément. C'était la même vibration que lors de leur précédente immersion. Mais cette fois, il montait clairement. Il y a de la lumière qui passe par la fenêtre du dessus, s'exclama John avec excitation. Cependant, Brendan balaya rapidement cette joie en réalisant que ce voyage allait probablement mal se terminer. Des bruits forts provenaient de la surface du sous-marin. Lorsqu'il fut complètement hors de l'océan, Brendan s'adressa à son collègue absorbé. « Quelqu'un arrive, et alors cache-toi. » Les deux hommes se levèrent d'un bond et se cachèrent derrière la console à l'autre bout du bateau. Et juste après s'être cachés, la trappe du dessus s'ouvrit. 3 personnes descendirent alors et se dirigèrent vers la porte verrouillée. Brendan regarda prudemment par-dessus le coin et observa comment ces individus au regard suspect pénétrèrent dans la compartiment scellé du sous-marin sans aucun objet. Pourtant, ils portaient des charges lourdes en ressortant. Quel était cet endroit? Que transportait-il? Brendan tenta de tout comprendre, son esprit tourbillonnait. Les hommes, grands et lourds, faisaient de fréquents allers-retours en surface avec des dizaines d'objets lourds. Brendan et John eurent la chance de ne pas être repérés pendant cette opération d'environ une demi-heure. Cela ne signifiait toutefois pas que les deux gardes-côtes étaient en sécurité. Après que les hommes suspects eurent terminé de décharger le contenu, un silence pesant régna à l'intérieur du sous-marin. John et Brendan avaient peur de parler. Mais ils virent tous deux que la partie supérieure du navire était restée ouverte. Ils comprirent que c'était leur chance de s'échapper. Sachant quoi faire, ils montèrent l'échelle, Brendan en tête. Les travailleurs côtiers sentirent la fraîcheur de la brise marine sur leur visage en sortant par le haut. Mais ce n'était pas tout, car les deux hommes furent immédiatement stupéfaits par l'emplacement du bateau. Il n'y avait aucune terre autour. Ils étaient en plein milieu de l'océan. Au-dessus d'eux se trouvait une immense plateforme pétrolière soutenue par 4 énormes piliers flottants. Où diable sommes-nous avec ce bateau? La voix de John tremblait. Brendan et John gravirent prudemment la longue échelle reliant le sous-marin à la plateforme principale, et une énorme surprise les attendait une fois arrivés. Il y avait beaucoup d'activité sur la plateforme pétrolière. Des ouvriers soulevaient des caisses, et des machines transportaient des cargaisons de gauche à droite. John et Brendan travaillèrent ensemble pour tenter de déterminer leur prochaine action tout en restant dissimulés derrière de grands containers. Il était évident immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une plateforme de forage pétrolier. Mais à quoi servait donc ce pont flottant? Les deux hommes se déplacèrent avec tact et discrétion. Ils faillirent se faire attraper plusieurs fois. Une fois, John trébucha sur un câble lâche, et 2 employés se retournèrent, manquant de peu de les voir. Finalement, ils réussirent à traverser la plateforme sans être remarqués. Ils purent enfin assister à l'événement principal. Caché derrière une grande caisse, Brendan remarqua un vieil homme d'environ 65 ans. John murmura, « C'est sûrement le chef. » Comparé aux autres sur la station, il était bien habillé, et les 3 hommes vus plus tôt placèrent devant lui une pile de colis volumineux. Ils observèrent le chef déballer une importante liasse d'argent après avoir déchiré la couverture en aluminium. John et Brendan comprirent qu'ils assistaient à une activité illégale. Mais dans ce cas, ils étaient seuls et bloqués. La seule chose à faire était d'observer. Ils virent le chef lever la main et faire signe qu'on amène quelque chose de l'arrière. Un autre paquet de la même taille arriva et fut placé à côté de l'argent. Ce colis contenait un couteau, et son contenu adhérait à la lame.
Les yeux des deux gardes-côtes s'agrandirent car ils connaissaient cette substance. En tant que garde-côtes, ils avaient déjà saisi plusieurs substances illicites, et c'était sans aucun doute une sorte de drogue en poudre. Cependant, les quantités qu'ils voyaient aujourd'hui étaient bien plus importantes que d'habitude. Brendan pesait environ 2 kilos à sa plus grosse prise, cette pile seule devait être 5 fois plus grosse. Il y en avait probablement beaucoup plus à l'arrière.